Chers auditeurs, Espace Proactif, bonjour, Martin avec vous. Un peu de retard sur la livraison de la vidéo de la semaine, n'est-ce pas? Je voulais livrer vendredi, finalement, je n'ai pas été en mesure de le faire. Nous sommes lundi après-midi ici au Canada et la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est ajouté du contenu pertinent en ce qui me concerne aujourd'hui que je vais pouvoir partager avec vous, justement, vu que j'ai dû patienter avant de vous livrer la vidéo d'aujourd'hui. Plusieurs informations qui se confirment sur ce que nous avions vu ensemble dans le courant des dernières semaines. Nous avons eu aussi aujourd'hui une pompe extraordinaire du côté de Bitcoin et bien entendu que le secteur minier des opérateurs de minage Bitcoin a fortement progressé aussi. En moyenne, comme je l'ai mis ici à l'écran, vous voyez aujourd'hui, on a eu un mouvement moyen dans le secteur de minage de Bitcoin d'environ 17 16,44 pour être précis. Ça varie d'une compagnie à une autre. Je voulais quand même vous donner une bonne idée de grandeur. Du côté de Bitcoin, on a fait environ 6 de hausse aujourd'hui. Alors, depuis le dernier mouvement du mois d'octobre, où Bitcoin était dans les eaux d'environ 30 000 américains et aujourd'hui fermé à très près de 55 000 américains, vous comprenez que c'est pratiquement le double. Il n'y a pas vraiment eu de correction. Et la semaine dernière, lors d'une conversation privée entre Patrick, Eric et moi, nous sommes venus au constat que les mouvements des 12 derniers jours où le marché a bougé entre 52, 50 000, 52 000, 50 000 et autres, était en fait la correction, alors que la demande, telle que je l'avais démontré sur notre fil Telegram, continue d'augmenter, vu que vous avez de plus en plus d'investisseurs qui cherchent à se positionner dans une nouvelle classe d'actifs, même quelques pourcentages par portfolio diversifié créent une forte augmentation de la demande du côté de Bitcoin en prévision du halving qui aura lieu au mois d'avril, n'est-ce pas? Donc là, on est en train de voir une poussée extraordinaire. Ça risque de se poursuivre. Le dernier mouvement de correction ne s'est pratiquement jamais présenté. C'est ce qu'on s'attendait. Eh bien là, aujourd'hui, une belle journée, encore une fois, pour tous ceux qui possèdent des bitcoins et ceux qui sont aussi spéculateurs dans le monde du secteur minier. Maintenant, pour confirmer les dires, en fait, de ce que nous avons discuté au fil des dernières semaines, actuellement, lorsque l'on prend le S&P 500 qui représente les 500 plus grandes sociétés américaines, eh bien, vous avez quelques compagnies actuellement qui reflètent à eux seuls 25 de la capitalisation boursière de tout le S&P 500 au complet, ce qui est absolument le délire, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir une économie saine quand plusieurs secteurs d'activité ont des difficultés et avoir uniquement le monde de la technologie et de l'intelligence artificielle qui bénéficie fortement en ce moment de cela. On a compris aussi que les gouvernements actuels des pays de l'Ouest cherchent à pousser une guerre du côté de l'Ukraine et de la Russie, comme vous le savez, avec tout ce qui se déroule aussi du côté d'Israël et de la Palestine. Donc, vous voyez clairement là, que les décideurs, l'élite, les globalistes ont besoin d'une guerre aujourd'hui pour faire oublier le contexte économique et toute la bulle qui est en train de se mettre en place au niveau de l'endettement, n'est-ce pas? Je pense que ça fait longtemps que vous l'avez compris. Donc, il y a eu un autre graphique qui est sorti ce matin que je trouve intéressant, qui est celui-ci, justement, qui démontre qu'au niveau de l'index qu'on appelle le Nasdaq, donc les valeurs technologiques du marché américain, si vous regardez les sociétés telles que Meta, Facebook, Nvidia, qui a le vent dans les voiles, comme vous le savez, Amazon et Microsoft, eh bien, à eux seuls représentent à plus de 1,5 milliard de dollars de capitalisation depuis le début de l'année, ce qu'on appelle year to date. Et vous regardez ensuite tout ce qui reste des sociétés du Nasdaq qui, à eux seuls, représentent 75 milliards. Donc, on voit clairement là l'écart, encore une fois, et comprenez bien que tout ça n'est pas viable à long terme, alors qu'il y a une énorme bulle au niveau technologique, un peu comme nous l'avons vu dans les années 2000, lorsque ensuite il y a eu une correction, comme vous l'avez déjà anticipé là, pour le futur. Maintenant, souvenez-vous qu'aussi, dans la période de Noël, si ma mémoire est bonne, eh bien, nous avions Jérôme Powell de la Fed, le directeur de la Fed, président, qui nous a dit on s'apprête à couper les taux d'intérêt aux États-Unis. Et là, bien, vous savez très bien que Wall Street spécule à déterminer
combien il y aurait de baisse de taux d'intérêt sur la période de 12 mois ou des 24 prochains mois suivants. Et là, quand vous regardez, eh bien, au fil des dernières semaines, le discours a changé parce que les nouvelles ont sorti positives au niveau économique. Et comprenons-nous bien, ces nouvelles-là sont manipulées de toutes pièces, vous le savez. Eh bien là, ça met Jérôme Powell dans une situation difficile alors qu'il avait déjà mentionné qu'il voulait couper les taux d'intérêt. On est dans une position où si le dollar continue en force et que l'économie est toujours très bonne, bien, on ne peut pas couper les taux d'intérêt, n'est-ce pas? Donc, Wall Street, à une certaine époque, avait déjà spéculé sur 7 baisses de taux pour l'année prochaine. Et là, oups, on est en train de changer. On est en train de se dire probablement seulement 3 baisses de taux d'intérêt au lieu de 7. Donc, vous voyez clairement à quel point le discours est en train de changer en ce moment. Et ça peut aller très rapidement, encore une fois, alors qu'il y a énormément de bulles qui se présentent actuellement du côté des marchés boursiers. Autre information qui a coulé ce matin, eh bien, comme vous le savez, pour que les gouvernements puissent continuer d'avancer, les banques centrales doivent émettre et vendre des obligations du Trésor pour pouvoir donner la liquidité nécessaire au pays de continuer leurs activités. Eh bien, aujourd'hui, c'était l'encan, qu'on dit en anglais le auction. L'encan, en fait, pour la vente des obligations américaines 2 ans. Et c'est un record, encore une fois. Donc, qu'est-ce que le graphique ici simplement nous dit? Eh bien, c'est que le gouvernement américain actuellement, pour pouvoir continuer de s'endetter davantage et continuer de générer ses activités et payer les intérêts de la dette, doit émettre encore plus d'obligations sur le marché et doit trouver preneur. Et comme on en a déjà parlé il y a plusieurs mois en arrière, il y a de moins en moins de preneurs au niveau des marchés étrangers. Donc, que se passe-t-il? C'est comme ce que nous voyons déjà au Japon et dans d'autres pays. Eh bien, la Banque centrale américaine rachète tout simplement les obligations qu'elle émet pour que le gouvernement puisse continuer de s'endetter, de payer les intérêts sur la dette et de continuer de dépenser selon les besoins de l'économie en ce moment. Et qu'est-ce que ça crée? Des pertes absolument stratosphériques pour les banques centrales eux-mêmes. Donc, on a ici déjà une énorme différence, comme vous le constatez, à partir de 2022 jusqu'à aujourd'hui, du côté des pertes de la Banque centrale. Ça, généralement, c'est des dollars qui sont transformés en revenus et qui sont envoyés du côté du gouvernement parce que la banque, normalement, génère des revenus. La Banque centrale génère des revenus positifs. Ces revenus-là sont remis au gouvernement américain. Et bien là, ce qu'on est en train de voir, et d'ailleurs, ça a été démontré que cela se produit aussi du côté canadien, alors que la Banque centrale, l'année dernière, pour la première fois, la Banque centrale canadienne, la Banque du Canada, comme on l'appelle, eh bien, est en territoire négatif. Donc, elle n'a pas été en mesure de générer des revenus intéressants pour le bénéfice du gouvernement. Donc, les banques centrales perdent des fonds en ce moment à tenter de racheter les obligations des pays que les différents investisseurs à l'étranger ne veulent plus. Donc, vous avez une très bonne idée de où tout cela s'en va avec l'augmentation de l'inflation qui viendra, plus l'augmentation de la dette, comme vous le savez. Maintenant, parlant de ça, tiens, pendant qu'on est dans le fil, je vais faire quelques petits commentaires positifs, si vous me le permettez aussi, des commentaires, vraiment une opinion personnelle. Vous avez eu un événement très important où les conservateurs aux États-Unis se rencontrent pour inviter différentes personnes qui jouent un rôle d'influence partout à travers la planète, qui ont une tendance conservatrice, qui est considérée ici comme étant une vision de droite. Donc, on entre dans ça, bien sûr, Donald Trump. Vous avez Javier Milei de l'Argentine qui a été présenté. D'ailleurs, probablement que plusieurs d'entre vous ont vu passer la super vidéo où pour la première fois, Javier Milei rencontre Donald Trump, lui fait une accolade absolument extraordinaire et les deux ont partagé, évidemment, là, le discours d'un côté « Make America Great Again », hein, les MAGA, comme on l'appelle aux États-Unis, donc qui ont la volonté de vouloir refaire des États-Unis un pays fort sous la gouvernance de Donald Trump comme président. Et MAGA aussi s'applique au cas de l'Argentine, donc Make Argentina Great Again.
Et évidemment que Javier Milei s'est servi de ça lorsqu'il s'est présenté à Washington cette semaine, c'est-à-dire la semaine dernière, lors de l'événement CEPAC aux États-Unis. Et qui d'autre était sur place? Nayib Bukele, comme vous le savez, le président nouvellement élu à nouveau, parce qu'il a été réélu pour un nouveau mandat, le président du Salvador. Et voici une de mes petites réflexions simples. Et il est quand même pertinent de reconnaître, et ça peut être tout simplement une question événementielle, c'est-à-dire que le timing, le moment était mal choisi. C'est peut-être juste une question d'horaire aussi, comprenez-moi bien. Je ne veux pas spéculer ici, je ne vous fais que vous donner une opinion personnelle. Mais il était quand même intéressant de voir à quel point Javier Milei et Trump ont été fortement publicités dans les réseaux sociaux et les médias, n'est-ce pas, lorsque les deux se sont rencontrés avec l'accolade qu'on peut pratiquement mentionner comme étant historique. Mais par contre, Nayib Bukele, aucun contact avec Donald Trump. Il a été isolé, quoique son discours a été un des meilleurs. Je vous invite, si vous êtes bilingue, à l'écouter directement. Il doit être sur YouTube à travers les événements qui ont eu lieu la semaine dernière au CEPAC. Mais Nayib Bukele, qui a expliqué avec simplicité comment les banques centrales émettent des obligations pour les gouvernements et les rachètent dans le but, évidemment, de pouvoir permettre au gouvernement de continuer de s'endetter davantage. Donc, et là, il a émis justement la théorie de dire, mais s'ils ont la capacité d'imprimer de la devise à volonté, pourquoi paie-t-on des taxes? Et il a clairement identifié que tout ça est une simple illusion dans le but de continuer de permettre aux sociétés, aux pays de continuer d'avancer. Et j'aimerais aussi vous rappeler que la semaine dernière, il y a eu une entrevue avec Donald Trump et Trump a été très, très clair. On lui a posé la question concernant Bitcoin. Il a dit qu'il surveillait évidemment l'intérêt que plusieurs y portaient, mais que la réalité pour lui, c'est que ce qu'il apprécie le plus, c'est le dollar américain. Et comme par hasard, donc, vous voyez clairement mon analogie ici qui est quand même assez simpliste. C'est tout simplement de dire, Nayib Bukele a clairement identifié que Bitcoin est une devise qui ne peut pas être sous contrôle étatique, qui ne peut pas être imprimée de toutes pièces comme une devise fiduciaire. Et de l'autre côté, vous avez Donald Trump qui a clairement identifié sa position face au dollar américain. Donc, comme par hasard, est-ce possible que ce soit une des raisons pourquoi Bukele n'a pas été présenté à Trump et ainsi de suite? Alors, comme je vous le dis, ça peut être tout simplement circonstanciel. Cela dit, c'est le premier président de pays que j'entends dire et d'expliquer avec exactitude et simplicité comment le système des devises fiduciaires fonctionne devant un auditoire qui était plus que euphorique de l'entendre parler de ça, comme vous pouvez l'imaginer. Même Trump n'a jamais parlé de ça. Maintenant, dernier point que je veux apporter par rapport à Trump ou que je veux apporter par rapport à ce que nous vivons dans chacun de nos pays. Vous le savez, les individus tels que nous, appelons-les la masse, une grande majorité ont la mémoire très courte. Et tout le monde souffre actuellement d'une économie malsaine, de politique malsaine, que ce soit en France ou ailleurs. Vous le savez, Trudeau est mal aimé en ce moment au Canada. Il est reconnu comme étant un des pires premiers ministres que nous avons jamais eu. Et là, la première chose qui passe dans la tête des individus, c'est de dire il faut le sortir de là. Et là, on va voter conservateur avec Pierre Poilievre parce que Pierre Poilievre est notre seule façon de nous débarrasser des libéraux. Et j'aimerais vous rappeler, en fait, que de passer d'un parti politique à un autre, c'est ce que nous faisons déjà depuis des centaines d'années et vous voyez clairement où nous en sommes. Personnellement, je considère qu'il est complètement imbécile de croire que nous allons être sauvés par quelqu'un, que ce soit Donald Trump, que ce soit Pierre Poilievre, que ce soit Mélenchon ou bien la dame dont j'oublie son nom du côté de la France, qui est très connue en plus. Tristement, j'ai un blanc. Vous savez très bien de qui je veux parler. Eh bien, comprenons bien que ces gens-là ne sont que des politiciens et se font du capital politique pour pouvoir s'approprier le pouvoir. Au-delà de tout ça, ce qui est important de comprendre, c'est que même si on se débarrasse des libéraux aujourd'hui ou que vous vous débarrassez de Macron demain, au niveau de la France,
il ne reste pas moins qu'il y a des fonctionnaires en arrière. Et c'est ce que les gens tendent à oublier. On tend à croire qu'actuellement, les partis politiques sont corrompus et, bien entendu, démontrent avec clarté aujourd'hui qu'ils le sont dans tous les pays du monde. Sauf qu'il faut comprendre aussi que ce n'est pas uniquement les partis politiques qui sont corrompus. Les entités, les fonctionnaires, une grande majorité de ceux-ci le sont aussi, particulièrement dans les hautes sphères. Et ce qui a été présenté la semaine dernière au Canada est le reflet de ce que je cherche à vous mentionner aujourd'hui. Donc, et de un, il y a eu tout le scandale de l'application ArriveCan, hein, donc lorsqu'il y a eu les confinements et la crise que nous connaissons tous dans les années 2020, eh bien, le gouvernement canadien avait développé une application qui était utilisée pour les voyageurs pour pouvoir entrer au pays et autres et en posant des questions, dans le but, bien sûr, de faire du contrôle. Cette application-là qui aurait pu coûter 200 000 à créer, eh bien, au final, aujourd'hui, on apprend sous enquête que le gouvernement a donné plus de 60 millions de dollars pour pouvoir développer l'application. Et en arrière de ça aussi, ce qu'on apprend, c'est qu'une des compagnies qui a reçu 20 millions de revenus pour développer cette application-là n'est même pas une société connue et spécialisée en développement technologique. Les mecs demeurent, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, dans un sous-sol de bungalow, tout simplement, et ont utilisé des sous-traitants pour faire le travail. Et là, on a appris cette semaine que ce n'est pas la première fois que ces gens-là ont un contrat. Ils ont eu plus de 250 millions de dollars qui leur ont été donnés au fil des dernières années pour différents développements technologiques au profit du gouvernement fédéral canadien et que ces gens-là n'ont aucune compétence au niveau de développement technologique. Donc, plus on gratte, plus on voit l'ampleur, évidemment, de la corruption. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que cette semaine, vous avez 2 fonctionnaires qui travaillent à l'Agence des frontières canadiennes qui se rendent compte que des hauts dirigeants de l'agence pour laquelle ils travaillent, donc un bras important du gouvernement fédéral, n'est-ce pas? Eh bien, que première des choses, ils ont clairement identifié à leurs supérieurs ce qui était en train de se produire. Les supérieurs en question, non seulement ont fait la sourde oreille pour ne pas écouter ce que les 2 fonctionnaires avaient à dire, d'autant plus qu'il y en a un de ceux-là qui leur a fait des threats. Pardon, j'ai encore un blanc de mémoire. Des menaces, c'est le mot que je cherchais. Et là, on se rend compte que des hauts fonctionnaires au niveau de l'Agence des frontières canadiennes ont tout simplement effacé des documents, effacé des courriels qui étaient importants et demandés au niveau de l'enquête actuelle. Et là, vous avez encore une fois un scandale encore plus grand qui est en train de se mettre en place au-delà du gouvernement fédéral. Donc, mon point ici, comme je vous le mentionne, premièrement, personnellement, sauvez-vous vous-même. Apprenez à vous sauver vous-même et n'attendez pas le sauveur. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous prenne par la main pour vous sauver, vous et votre famille. Ça ne se produira pas. Maintenant, on a beau changer de parti politique au pouvoir, cela ne change pas les fonctionnaires qui sont en place depuis des années dans les mêmes postes. Et vous avez beau voter conservateur ou libéral, vous allez encore avoir à négocier avec les mêmes personnes qui ont le pouvoir en dessous de ces partis politiques-là. Et je pense que ce que le COVID et le contexte nous a appris depuis les 3 dernières années, c'est justement à quel point qu'il est très facile de manipuler des gens, de manipuler des informations si on est prêt à payer. Et c'est comme ça que ça fonctionne tristement. Donc, je vous invite à faire une réflexion tout simplement et arrêter de penser que Trump va sauver les États-Unis, que Poilievre va transformer la politique canadienne. Vous ne faites que changer en fait d'une personne à une autre, mais fondamentalement, le système fonctionne avec les mêmes personnes à l'interne jusqu'à temps qu'il y ait des gens qui soient redevables de leurs actions au niveau juridique. Et tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas justement de prise de responsabilité et que les cours juridiques ne font pas leur travail, ben, le contexte dans lequel nous sommes ne changera pas. Donc, c'était ce que je voulais vous apporter comme point. Maintenant, autre point, donc, je reviens sur ce qu'on a mentionné de Bitcoin.
Et vous voyez actuellement qu'il y a une forte augmentation de la demande du côté de Bitcoin, tel que je vous l'avais mentionné depuis plusieurs semaines. Bravo, bravo à tous ceux qui ont eu le réflexe de se positionner de manière à en retirer un profit. Je ne fais pas de conseils financiers, je ne fais qu'émettre mon opinion ici, vous le savez, mais bravo à tous ceux qui ont pris position. Et ce qui est certain aussi, c'est que vous êtes en mesure de constater qu'actuellement, il y a beaucoup de fonds dans les marchés boursiers qui sortent en fait des ETF sur les matières précieuses telles que l'or pour se repositionner du côté de Bitcoin. Donc, c'est le graphique en ce moment. Vous voyez l'augmentation de la demande dans les ETF Bitcoin en bleu et vous voyez maintenant la diminution des ETF du côté de l'or. Cela dit, ce n'est pas en vain. Comprenez bien que nous sommes dans un contexte inflationniste en ce moment et que lorsque nous sommes dans un contexte inflationniste et que l'inflation va continuer de persister, lorsqu'il y aura une correction des secteurs économiques dans le marché, tels que l'implosion technologique et autres, voici où historiquement les investisseurs retournent, c'est-à-dire dans les matières tangibles. Donc, vous avez ici au niveau des matières premières le fer, qui est un des retours qui est intéressant. Tout ce qui touche le minage aussi, qui a été complètement délaissé depuis les dernières années, comme vous le savez. L'industrie, le secteur des produits chimiques, le secteur de l'huile, bien entendu, l'or, les matières premières, TIPS, le transport et autres. Donc, à surveiller. Lorsque, justement, il y aura une implosion de la demande actuellement dans le secteur technologique, comprenez bien que les capitaux se déplacent et qu'une grande majorité des capitaux retourneront tout simplement dans les valeurs refuges. Donc, l'or a potentiellement encore sa place, mais actuellement, à court terme, tous les yeux sont tournés vers Bitcoin, alors que plusieurs n'ont jamais eu l'occasion de se positionner dans cette classe d'actifs-là et que vous avez de plus en plus de managers, account managers, donc des gestionnaires de compte, qui suggèrent fortement à leurs clients de mettre un petit pourcentage, en fait, de leurs actifs dans leur diversification de portefeuille dans un actif tel que Bitcoin. Et là, c'est la raison pour qu'on est en train de voir une flambée du prix. Et en ce qui me concerne, comprenez bien, il y aura des corrections du côté de Bitcoin, mais à long terme, on va continuer de voir la demande augmenter, alors que très peu de gens vendent et qu'il y a très peu de Bitcoin de disponible en ce moment dans le marché. La connerie de la semaine, eh bien, tout le monde l'attend, n'est-ce pas? Eh bien, c'est Google qui, aujourd'hui, encore une fois, a démontré clairement qu'ils ont une forte tendance à être gauchistes, ce qui n'est rien de nouveau, n'est-ce pas? Et pour la raison simple qu'il y a eu des gens qui ont posé des questions sur l'algorithme. Et ce qui est sorti de là est complètement débile. En fait, il y avait des gens qui posaient la question à savoir à Gemini AI, donc l'intelligence artificielle qui a été développée par Google, d'avoir des photos, en fait, là, des fondateurs des États-Unis. Et les photos qui sortaient, écoute, c'était des Autochtones, des gens de peau brune, ainsi de suite. Et là, bien, il y a des gens qui ont commencé à gratter davantage. On se rend compte que le générateur d'intelligence artificielle de Google favorise la pédophilie, pointe du doigt, en fait, certains conservateurs de droite et les démontre comme étant des personnes qui ne sont pas fiables et autres. Donc, en fait, tout ce qu'on a vu là, dérouler du côté de Wikipédia au fil des dernières années s'est transformé. Et là, vous avez Google, qui est quand même une compagnie importante, qui est en train de se présenter aux yeux de qui veut bien le voir, à quel point ce moteur de recherche-là est complètement manipulé de toutes pièces et qu'il n'est pas franc et transparent et intègre, en fait, dans les recherches qu'il propose. Et il faut comprendre aussi, encore une fois, tiens, j'ajoute un petit graphique là, à la dernière minute pour la présentation d'aujourd'hui. Si je réussis à le poster, donnez-moi juste un petit instant parce que ça vaut la peine. Je vais juste faire une petite manip. Donc, je vais vous montrer un autre graphique sur mon deuxième écran ici que je considère pertinent. Vous allez comprendre ce qui se produit. Lorsqu'on regarde la grande majorité des donations qui sont faites pour les partis politiques aux États-Unis, et regardez bien ça ici, c'est absolument extraordinaire. Lorsque vous regardez justement les dons qui sont faits des gens qui travaillent à travers les sociétés technologiques, que ce soit Alphabet, donc la maison mère de Google, n'est-ce pas? Amazon, Apple et Meta,
Vous voyez en rouge les donations qui sont faites au Parti républicain aux États-Unis et vous voyez en bleu le pourcentage de donations qui est donné par année entre 2018, 2020 et 2022. Donc, vous voyez clairement qu'il y a un penchant démocrate dans les grandes sociétés. Et après ça, il ne faut pas se surprendre de ce que nous voyons et comment les moteurs de recherche tels que Google tendent à vouloir avoir un impact sur les élections et tout sur le reste. Ces gens-là sont des gauchistes et vous l'avez vu maintenant aujourd'hui clairement. Sur ce, donc, merci encore une fois d'être des nôtres. Merci de me donner un like pour la vidéo, partager la vidéo. Allez jeter un œil sur notre espace proactif pour voir s'il y a un contenu pertinent. Les gens qui se sont abonnés sont très fiers et très heureux de le faire avec les rendements que nous avons gérés au fil des dernières semaines. Merci encore à tous ceux qui nous soutiennent. On se reparle la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.